Il y a un point très brillant dans le ciel, juste au-dessus de nous. Vous avez vu ça? C'est fou. Il est toujours là. Il se dirige vers le nord, on dirait. Incroyable. C'était extrêmement lumineux et juste au-dessus du site. C'est peut-être un aéronef éclairé par une lumière directionnelle puissante. Guy espère que l'engin va repasser pour que Chuck puisse le photographier. Mais le ciel redevient soudainement silencieux au-dessus du site. La piste est replongée dans l'obscurité. 5h30 du matin. Le jour se lève. Chuck et Guy jettent un dernier coup d'œil sur la base avant que la brume de chaleur n'obscurcisse l'image. On voit la tour de contrôle à gauche de la colline un peu plus haute, au centre. Elle dépasse de 5 ou 6 mètres. Oui, je vois. On dirait que les véhicules sont sur le côté gauche du nouveau taxiway. Quant à Mike et Bob, en bas dans le désert, Le voilà. à 4500 mètres au-dessus d'eux, la zone 51 se manifeste. Guy aussi entend l'avion. J'ai l'impression qu'il y a un engin là-haut, Chuck. Peut-être un bombardier B2. Il s'entraîne au ravitaillement en vol à l'aube, puis enchaîne sur 2 ou 3 heures de vol. C'est leur jour de chance. Le B2 n'est pas seul. Il est accompagné d'un invité surprise. Un MiG-29, excellent. Il vient par ici. Bien que la guerre froide soit révolue, ici les Américains continuent de s'entraîner à combattre des avions soviétiques. En contrebas, dans la vallée, Mike et Bob sont persuadés que la sécurité de la base les a épiés toute la nuit. Avant de retrouver Chuck et Guy, il leur reste un dernier endroit à visiter. Si j'ai bien suivi les explications de Chuck, l'entrée principale était à une petite quinzaine de kilomètres, en direction de la colline. Alors qu'il s'approche de l'entrée principale, Mike aperçoit une chose surprenante dans son rétroviseur. Un véhicule arrive derrière eux à toute allure. Ses vitres sont teintées afin de protéger ou de dissimuler les passagers qu'ils transportent, des employés de la base qui se rendent à leur travail. La vache. Le car ne ralentit même pas. Il devait rouler à plus de 70 km à l'heure. Plus peut-être même. Il était pressé. Ouais. Pour préparer cette mission de 24 heures, Mike Johnson a passé des semaines dans des planques très inhabituelles. Son but, dénicher un employé qui, pour la première fois, accepte de parler de la vie sur la base. Pour un enquêteur comme moi, c'est ahurissant de voir à quel point le secret de ce complexe est bien gardé. Première énigme à élucider, combien de personnes travaillent sur ce site perdu dans le désert et comment s'y rendent-elles? La zone 51 est située à 230 km au nord de Las Vegas. Depuis des années, on raconte que 5 jours par semaine, une mystérieuse compagnie aérienne transporte des centaines d'employés depuis un aéroport situé près de Las Vegas jusqu'à la base secrète. La compagnie s'appellerait Janet Air, J-A-N-E-T, ce qui signifierait en anglais « Just Another Non-Existent Terminal », encore un terminal qui n'existe pas. Quel que soit son nom, en tout cas, la compagnie existe bel et bien. Nous sommes à l'aéroport international McCarran. Le terminal Janet est situé à l'extrémité ouest. Ce site secret n'est qu'à quelques centaines de mètres du fameux strip de Las Vegas. Les seules indications sont les pancartes « Attention »,« Installation sous surveillance »,« Entrée non autorisée ». Il n'est écrit nulle part de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle se cacher au vu et au su de tous. En observant les avions de Janet Air, Mike a immédiatement remarqué qu'il leur manquait quelque chose. Ces appareils ne possèdent aucun signe distinctif, à part le numéro sur la queue. Tous les avions portent un numéro, sauf les avions militaires.
J'en déduis donc que ces engins appartiennent à une compagnie privée. Grâce à ses talents d'enquêteur, Mike a retrouvé le propriétaire de cette flotte, la société EG&G, un très gros fournisseur de l'État. Un vol Janet vient d'embarquer. L'avion s'est mis en position sur le tarmac et ne devrait pas tarder à décoller. En général, ces avions-là n'attendent pas très longtemps. Ils se présentent sur la piste et décollent en moins de 2. Chaque jour, des centaines d'hommes et de femmes franchissent ces grilles pour aller travailler sur la zone 51. Une voiture s'approche. Le garde va sortir et le conducteur va présenter une pièce d'identité. Le garde se demande ce que je fais là. On s'observe mutuellement. Mike a beau être sur la voie publique, il a toutes les raisons de s'inquiéter. Le garde n'a pas quitté sa voiture des yeux. C'est clair qu'il m'a repéré. Il sait que je suis là. Ce pourrait être pour Mike l'occasion de tester le cité. Mais il sait qu'il risque de compromettre la mission ou de finir en prison. Voilà le pick-up blanc des gardes. J'ai sur le dos la sécurité du terminal Janet et la police de Las Vegas. Ça m'étonnerait fort qu'aucun type en civil ou en uniforme ne vienne me demander mes papiers. L'étau se resserre non seulement au sol, mais aussi dans les airs. Il y a un hélicoptère au-dessus de nous. Mike préfère battre en retraite. Il reviendra pour poursuivre son enquête lorsque les choses se seront calmées. Les 24 heures sont presque écoulées, mais Mike et Bob touchent au but. Je vois des panneaux orange à flanc de colline, là. D'après Chuck, ils marquent la limite. Il y a des équipements de surveillance là-haut, et la limite est juste là. Oui, on y est. Moi, j'irai pas plus loin. Ce modeste tronçon de route est l'un des lieux les plus surveillés de la planète. Il y a des détecteurs au sommet de la colline. On dirait qu'ils l'ont mis là-haut exprès. Tous ceux qui ont franchi cette limite ont été arrêtés, interrogés, et se sont vus confisquer leurs appareils photo, leurs téléphones portables et parfois même leurs vêtements. Accès non autorisé. Interdiction de photographier le site. Bon. Ben, on y est. Moi, je ne vais pas plus loin. Si des centaines de personnes travaillent sur la zone 51, pourquoi aucune d'elles n'a-t-elle jamais parlé? Quel genre de menace l'État fait-il peser sur elles? Mike a réussi à découvrir l'adresse de certains des employés qui garent leur voiture dans l'aérogare sécurisé de Las Vegas avant de s'envoler vers la base ultra secrète. Il est temps pour lui de passer à l'étape suivante. Un 4x4 noir franchit les grilles de sortie. C'est peut-être la chance de sa vie. J'ai passé quelques jours en planque à observer ce qui se passait. Grâce à quelques recherches, j'ai réussi à retrouver le propriétaire du véhicule. C'est un employé du site d'essai. Mike est bien décidé à suivre cette personne qui pourra lui dévoiler les mystères de la zone 51. Il suit de près la voiture noire qui s'engage sur l'autoroute. Les événements prennent une tournure favorable. Plus cet individu s'éloignera des regards intimidants des gardes de la base, et plus il sera susceptible de parler. Je ne sais pas du tout quel moyen de pression l'employeur ou l'État utilise, mais les employés doivent vraiment être tenus au silence. Je n'ai jamais vu un secret aussi bien gardé. La circulation intense complique la poursuite, et l'espace d'un instant, Mike perd sa cible de vue. La voiture que je file est au moins 400 mètres devant moi. Mike réussit à recoller au véhicule.
Il se faufile entre les voitures afin de rester suffisamment près du 4x4 noir pour ne pas le perdre de vue, tout en évitant de se faire repérer. Il est toujours là dans la première file. On va voir si j'ai de la chance. Le 4x4 quitte l'autoroute pour se diriger vers la ville et s'enfonce dans un paisible quartier de banlieue. On a affaire à des gens de la classe moyenne ou légèrement supérieure. Ce sont vos voisins, les parents du meilleur ami de vos enfants. C'est juste qu'ils ont un boulot ultra confidentiel. On va voir ce qui va se passer. Je vais frapper à la porte. Les réponses aux questions de Mike se trouvent-elles derrière cette porte? Quel secret va-t-il découvrir? Je m'appelle Mike Johnson. Je suis détective. Je ne viens pas vous causer d'ennuis.